L'angor réfractaire a une définition qui a récemment évolué. Depuis 2025, elle a évolué dans le sens de la chronicité, donc condition chronique qui est plus évaluée maintenant à plus de 6 mois, et il y est intégré, en plus des coronaropathies non revascularisables avec des misères coronaires, comme on disait. Les coronaropathies, on ne voit pas de sténose coronaire identifiée à la coronarographie ou au scanner, qui est l'angor spastique, l'angor microvasculaire, les pompes myocardiques, ce qu'on appelle la famille des INOCA. Et donc, ça a beaucoup fait augmenter l'incidence du coup de l'angor réfractaire, qui représente la plupart des syndromes coronariens chroniques, 90%, sont expliqués soit par une maladie qui est coronarienne pure, donc 50%, avec des lésions épicardiques sévères, et 40 à 45% d'angor INOCA, où on peut diagnostiquer des sous-pathologies qui sont invisibles à la coronarographie, au scanner seul, où il faut compléter par des tests fonctionnels dédiés, donc un test de vasoactivité coronaire ou une analyse de la microcirculation. En chiffres, ça représente 50 000 nouveaux cas par an en Europe. Donc c'est vraiment un gros souci de santé. Ça génère beaucoup d'angoisse chez les patients, énormément d'appels pour le SAMU, pour les urgences en consultation, et beaucoup d'hospitalisations qui sont parfois non justifiées devant ces tableaux de syndrome coronarien où on a tous peur de la menace de l'infarctus. Pour l'évaluation d'un patient, si je suis cardiologue en consultation et j'ai un patient qui se plaint de douleurs thoraciques depuis longtemps, il y a une évaluation qui doit être un peu systématisée. Je pense que c'est important de le faire dans ce sens-là. Éliminer les causes un peu évidentes, on va dire, d'angor qu'on peut avoir à la biologie avec les détections d'anémie, l'électrocardiogramme, si on a des fois des fréquences cardiaques assez élevées ou des arythmies qui peuvent arriver, les prises des constantes avec les tensions. Tout ça, ça doit être éliminé, un petit peu les choses un peu basiques et évidentes. Ensuite, une fois qu'on est vraiment dans un tableau coronarien stable, sans autre point d'appel évident, de bien évaluer en discutant avec le patient à l'interrogatoire quel est vraiment le type d'angor. S'il survient au repos, s'il survient à l'effort, à combien il fait mal en EVA, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 10? C'est important d'essayer de les chiffrer pour pouvoir instaurer un suivi. Quel périmètre, c'est-à-dire est-ce que c'est au moindre effort, c'est en montant l'escalier, essayer d'avoir une classification CCS. Et enfin, à partir de combien de fois, fréquence ça arrive. Des fois, ça arrive que une nuit tous les mois, ou ça peut arriver tous les jours. Et l'utilisation du spray à la trinitrine est un très bon marqueur également. Donc, savoir combien de fois le patient a utilisé de la trinitrine sublinguale pour diminuer son angor. À la fin de tout ça, on a une évaluation qui paraît assez claire sur cet angor réfractaire, à savoir que l'angor est bien là authentifié, avec la qualité de vie qui est impactée, exprimée par le patient, et les traitements qui ont été essayés. Quand on a authentifié l'angor réfractaire, il y a des examens à proposer pour déterminer la cause de cet angor réfractaire. Si on n'a pas encore éliminé la coronaropathie, c'est l'étape numéro 1. Pour éliminer cette coronaropathie, on a dans les recommandations de l'ESC, les dernières, un profil de risque avec un score. Et donc, grosso modo, si on a un patient qui est jeune avec très peu de facteurs de risque cardiovasculaire, il est plus licite de réaliser un examen morphologique, type coroscanner. En revanche, si on a un patient plus âgé avec plus de facteurs de risque cardiovasculaire, plus de risque de calcification coronaire, il est beaucoup plus licite de réaliser un examen fonctionnel. Et cet examen fonctionnel, il va surtout dépendre de vos disponibilités locales. C'est-à-dire que certaines personnes auront plus accès à l'écho d'effort, d'autres à l'IRM de stress, d'autres à la scintigraphie. Et donc, c'est surtout ça qui va jouer entre un examen et un autre. Si l'examen est positif, on devra être amené à réaliser une coronarographie pour voir quel est le diagnostic. À la coronarographie, on peut avoir rien du tout.
C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et si on n'a rien du tout, ben, il faut faire les tests, de vasoréactivité coronaire. Donc c'est un test de, vasoréactivité coronaire au méthaargin ou à l'acétylcholine et un test, de, microcirculation avec une mesure généralement de la CFR de l'IMR. Si on a une coronaropathie, eh bien, on peut tout à fait réaliser des évaluations type FFR pour voir si une sténose a un impact ischémiant. On peut avoir une ischémie sans que ce soit vraiment la sténose qu'on a envisagé à traiter. Et ça peut vraiment vous permettre de vérifier que c'est la sténose qui est responsable de l'ischémie, qui sera responsable des symptômes, et donc de le traiter et de prédire une bonne réponse. Et enfin, si on a vraiment des lésions coronaires avérées, très serrées, partout, bah et c'est là où il faut, faire appel à la réparation avec l'angioplastie ou le pontage et on peut se guider grâce au Syntax score et au STS score, sur les scores de risque, après en réunion de concertation pluridisciplinaire type team pour décider la meilleure stratégie thérapeutique. Quand on a une douleur thoracique et que c'est normal la coronarographie, 50 sont expliqués par les INOCA. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande, grande partie de patients qu'on voit, qui ont une explication par les INOCA et quand on pratique ces tests donnent des endotypes. Donc il y a un endotype qui est spastique, un autre qui est microvasculaire, un troisième qui englobe les 2 pathologies et un dernier qui lui exclut les 2 pathologies. Donc le rendement, diagnostique, il est important. Il est grévé sur, l'adoption de ce genre de procédure parce que, ce sont des procédures diagnostiques qui demandent, des tests pharmacologiques, certains, dispositifs, à faire, pour les interrogations qui sont dédiées et ça prend aussi un peu plus de temps qu'une simple coronarographie. Donc ça, il faut sensibiliser les médecins par rapport à ça et donc du coup, c'est pas un test qui est extrêmement souvent pratiqué. Donc là, pour l'instant, on a, par la force des choses, on fait ces tests chez des patients qui sont, très réfractaires, très gênés dans la vie courante. Ça n'a pas encore été, généralisé au point où tous les centres en France le pratiquent et que, un angor réfractaire, modéré, puisse aller bénéficier de ce genre d'investigation, mais c'est le chemin que c'est en train de prendre. L'angor réfractaire, s'évalue cliniquement et ensuite, il y a un vrai processus, diagnostique à, réaliser, dans l'intérêt des patients. Je pense que ça, c'est le premier message clé. L'angor réfractaire ne se traite pas tout de suite par des médicaments, ce sont d'autres explorations, en amont. Le deuxième message clé, c'est qu'il faut aller effectivement explorer ces patients et qu'une fois qu'on a, des pistes d'exploration, ne pas hésiter à faire des recherches plus poussées type coronarographie et procédure INOCA, dans les suites. Le troisième message clé, c'est, bien sûr, traiter les facteurs de risque cardiovasculaires, la cause de l'angor réfractaire et de réévaluer les patients parce qu'après d'autres thérapeutiques sont en train de venir, qui permettent de traiter extrêmement efficacement ces patients.